bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Apothicaire. Nous sommes donc aujourd'hui ici pour le 4e podcast. Donc nous allons traiter de chlamydia, de gonocoque et de la syphilis. Et donc nous sommes en présence d'Emmanuel Boutan, maître de conférence à la faculté de Strasbourg, de Simon Puyersdorfer, oui. Étudiant en droit qui représentera la plupart de la population, et moi-même, Pierre et Nathan Klotz, étudiants en pharmacie. Donc on va commencer par la première partie de ce podcast. Donc on va parler chlamydia et gonocoque. Il y a certaines similitudes qui fait qu'on va les traiter ensemble. Classiquement, comment est-ce qu'on attrape des chlamydia ou des gonocoques ? Allez Simon. Alors moi, il me semble que c'est par sécrétion, je crois. Mais alors, pour le coup, je m'y connais très très peu, mais moi j'ai vraiment cette idée que... Donc, parce que déjà, il me semble que c'est une bactérie, et je vois ça comme par une transmission par sécrétion, il me semble. Moi, Que ce soit salive ou... Classiquement, j'aurais classique sexuel. Oui. Ouais. Après, je sais pas si ça peut se transmettre aussi par la salive, par du coup le baiser ou le... Ça, par contre, j'avoue, j'ai pas trop de notions. Ouais. Alors, on va être sur les sécrétions sperme et sécrétions vaginales. Ça, oui. On aura même les urines. On peut retrouver ce risque de contamination. Et en fonction de la localisation des petites affaires, il peut y avoir aussi au niveau des selles. D'accord. Voilà. Au niveau de la salive, on ne la considère pas. Pas de salive, oui, alors. Principalement sexuel, et donc, comme dit les... Alors justement, quels sont les modes de contamination finalement les plus à risque pour ces risques bactériens ? Rapport sexuel non protégé. Alors on reste sur l'absence de protection, en effet, mais Et peut-être tout aussi, type. peut-être principalement quand on va y avoir la bouche qui va être en contact avec les muqueuses sexuelles, je suppose. Alors en gros, pénétration, fellation, quelle qu'elle soit finalement, cunilingus, anulingus, tout ça, caresse sexuelle aussi, donc ça veut dire on revient sur ce risque de caresse sexuelle. Et il y a aussi la transmission mère-enfant, hein, même si c'est pas ici considéré comme une IST Oui, d'accord, oui. dans ce type de transmission, mais il ne faut pas l'oublier. Et étant donné que ça ne passe pas par le sang, ça veut dire que tout ce qui va être sniff et piqûre de drogue injectable ne sera pas à risque. D'accord. Donc Simon, t'avais déjà dit que c'était une bactérie, parce que c'était un peu notre question d'après. Quel type de pathogène ? Est-ce que c'était un virus, une bactérie, un champignon ? Tu as raison. Moi, justement, il me semblait que c'était Tu as une raison. bactérie. Bravo. Quels sont les symptômes en fait d'une contamination au chlamydia ou gonocoque ? Alors moi, pour être honnête, j'en ai absolument aucune idée, il n'y a rien qui me vient en tête. Alors, moi j'imagine vulgairement quelqu'un qui va se gratter. J'imagine des démangeaisons. Ouais, j'aurais dit des boutons au niveau du pubis ou ce genre de choses. Eh bien, pas du tout. Alors, si on commence chez la femme, c'est majoritairement asymptomatique. Donc, pendant très longtemps, l'infection peut se faire, mais à bas bruit. Donc, aucun symptôme ne sera associé à cette contamination. Puis, il peut arriver des types de symptômes assez classiques dans le cas des IST, qui sont les pertes vaginales, des spottings, des pertes de gouttes de sang, des douleurs pelviennes qui seront assez caractéristiques de ces types d'atteintes. Et comme c'est asymptomatique, c'est le risque de ne pas aller se faire dépister encore une fois. Et donc le grand risque de quelque chose, d'une infection de ce type-là est l'infertilité future. Donc le dépistage est important. Et pour les hommes, c'est classiquement un peu plus symptomatique, puisque vous allez tout simplement avoir ce qu'on appelle une urétrite. Ça vous dit quelque chose ? Oui. Il y a une inflammation de l'urètre. Oui. Ouais, donc ça se finit, Par c'est it. là où c'est le petit tuyau qui finira par votre verge. Oui. Et donc, elle est souvent inflammée. Donc, Qui sera vous très aurez douloureux du coup. douloureux. Et c'est pour ça qu'on appelle le gonococcie, le gonocoque, Neisseria gonorrhoeae. Il a un autre nom connu de tout le monde qui s'appelle la chaude-pisse. Oui, tout à fait, oui. La blénorragie ou la chaude-pisse. J'aurais pensé que c'était la syphilis. Non. Et donc cette chaude-pisse, ça signifie juste que en urinant, vous aurez des douleurs, ça piquera, ça fera mal, donc ça sera symptomatique. Et il y aura d'autres symptômes qui peuvent être des pertes urétrales, ça veut dire des pertes dans votre slip, hors période je fais pipi. Donc ces pertes peuvent être plus ou moins avec du pus ou clair, ce qui donnera une différence entre les deux agents pathogènes. Je
suis un peu prostré par ces informations. Ça fera partie de la clinique, donc ça veut dire qu'observer ce qui se passe dans votre slip, si jamais vous avez des petites douleurs, est important. À partir du moment où on a une urétrite, surtout dans vos âges, à vous, jeunes, plein de vie, signifie que, voilà, si vous savez qu'il y a eu un petit rapport il y a quelques jours ou semaines, peut-être que d'aller voir un médecin sera important. Le risque d'infertilité, de stérilité est aussi possible chez les hommes. D'accord. Ah, très bien. Donc là, tout de suite, question qui me vient, comment est-ce que je me traite si je me retrouve dans ce cas de figure-là, avec ce genre de symptômes, et ce risque d'infertilité qui traîne quand même? Alors, bactérie est égal à Antibiotiques. antibiotique, donc ça sera automatique à partir du moment où vous avez cette petite bactérie en vous. Alors d'abord, il faut dépister, donc il va falloir faire des prélèvements. En fonction de l'agent, là, il y en a un des deux qui est intracellulaire obligatoire, un peu comme un virus. Donc il va falloir récupérer des cellules. Pour récupérer des cellules, qui est localisé au niveau, on pourrait faire un frottis si tu veux. Ouais, un prélèvement. On va faire un écouvillonnage possible, soit au niveau de l'urètre. Donc, il va falloir rentrer un petit... Donc c'est un peu comme il est très fin. c'est comme un petit test PCR finalement. Donc Exactement, on peut faire des PCR, donc c'est plutôt juste. Déjà Mais dans en le tout nez, c'est cas, pas agréable, mais je Oui. pense que là, c'est encore moins agréable Voilà. surtout, pour nous les hommes. Mais j'ai envie de dire, il y a un autre moyen maintenant qui est majoritairement utilisé, c'est ce qu'on appelle le recueil des urines. Traditionnellement, quand on fait on va dire une vérification parce qu'on a une suspicion d'une cystite, on récupère nos urines à mi-jet. Dans le cadre d'une suspicion d'IST, on le récupère au premier jet. Parce que ce qu'on veut récupérer, c'est les cellules de votre urothélium, qui, si elles sont contaminées, se retrouveront dans le premier jet d'urine. Donc, alors j'imagine que grossièrement, premier jet d'urine, c'est la première partie. Exactement, ça veut Oui. dire que tu as tout à fait raison de poser la question. Quand on va déposer ces urines en laboratoire d'analyse, la première chose à faire, c'est un petit nettoyage de la zone avec une petite lingette, et ensuite le premier pipi, donc le premier jet, va être mis dans les toilettes. Et on récupérera à mi-jet pour récupérer ce qui se trouve à l'intérieur de votre vessie, pour savoir si on a une cystite ou pas, et quel est l'agent responsable de cette cystite. Dans le cas d'une IST, comme on suspecte une IST et que vous avez une urétrite, donc vraiment l'urètre, c'est le tuyau qui permet le passage de l'urine, en gros de la vessie, jusqu'à la partie extérieure. Oui. Donc là, moi, je veux récupérer des cellules. Et pour récupérer les cellules, je récupère donc le premier jet d'urine. D'accord. Je ne le jette pas dans les toilettes. Oui. C'est important parce que si jamais vous allez en laboratoire et qu'on ne vous rappelle pas cette petite base, on passera à côté de l'infection. En tout cas, de la détectabilité de l'infection. D'accord, très clair. Et donc, le traitement, ça va être tout simplement un antibiotique. C'est une dose unique. Une dose, vous le prenez et ça permet l'élimination de l'agent étiologique. Donc ça, c'est top. Et en combien de temps, en fait? Alors, vis-à-vis de l'élimination, Oui. alors on va quand même considérer que vous n'allez pas retourner faire des babioles sans protection Oui. pendant quelques jours. On peut faire des vérifications si jamais il n'y a pas d'amélioration du système, mais normalement, l'élimination est assez rapide et efficace. D'accord. Donc ça, c'est la première info, je pense, à passer là-dessus. Dans les cas des chlamydios, c'est majoritairement féminin. On retrouve beaucoup plus de femmes infectées que d'hommes. À l'inverse, les gonocoques sont plus retrouvés chez les hommes que chez les femmes. Est-ce qu'on doit obligatoirement passer par un rapport sexuel pour attraper ce genre de maladie? Encore une fois, c'est toujours des proportionnalités de risque de rencontres. Comme on l'a vu, les caresses sexuelles peuvent être à risque. Je ne pense pas que ce soit les majoritaires, mais encore une fois, on revient sur la définition et d'IST sur les deux paramètres qui vont être... Il n'y a pas forcément besoin d'un rapport pénétrant pour avoir ce risque. Et le deuxième sera sur la partie tout simplement asymptomatique. D'accord, oui. Pour rappel, les jeunes sont la population la plus touchée. Et ouais, Donc ceux 15-25 ans, c'est... les personnes qui nous écoutent, vous êtes touchés par les chlamydia et les gonocoques. En Vous tout êtes cas, ça touchés par augmente. les urétrites. ça Vous êtes augmente, touchés hein. par des PCR dans vos urètres en cas de problème. Non, mais C'est majoritairement, maintenant on fait pas réellement les prélèvements sont majoritairement faits par urine. par l'urine. Mais entre guillemets, ça peut se faire aussi par écouvillonnage urétral ou bien sûr de l'endocolle pour les femmes. Est-ce qu'on passe maintenant à la syphilis? Il y avait peut-être des petites distinctions par rapport au chlamydia gonocoque? Alors c'est une autre bactérie qui s'appelle Treponema pallidum. Treponema pallidum, ça vous dit quelque chose? Non. Non. Oui. oui. Non, moi ça me dit pas grand-chose. Ouais. J'imagine que j'ai déjà lu quelque part, mais... Certainement dans les cours. Certainement. Oui, c'est Pour la possible. 3e année Ça bactériomédicale. commence à remonter, ça fait quand même 3-4 mois. C'est ça. Donc là, par contre, ça peut passer par le sang. Donc ça veut dire que tout ce qu'on avait vu avant, pénétration,
anal, buccal, cuni, anus, caresse, etc. Mère-enfant aussi, on va rajouter la partie piqûre et sniff qui sont à risque de contamination parce que présence de sang. D'accord. Donc ça c'est pour le mode de compta. Et ensuite, est-ce que vous savez quelle va être finalement la clinique? Parce que c'est un peu plus symptomatique. Est-ce que vous connaissez? Non, franchement, j'en ai aucune idée. Je t'en prie. Moi, je sais pas pourquoi. Déjà, je pensais que c'était la syphilis qui s'appelait la chaude pisse, mais comme on a vu tout à l'heure, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'était les gonocoques. On l'appelle plutôt la grosse vérole. Du coup, si on l'appelle la grosse vérole, ça veut dire que quand on parle de la vérole, j'imagine du coup quelqu'un avec des éruptions cutanées. Donc, Ok, vas-y, continue. je sais pas, moi c'est ce que j'imagine quand on me dit vérole. Dans tous les cas, que ce soit chlamydia, gonocoque, même aussi avant, c'est des choses qui me font penser toujours à des éruptions cutanées, mais je sais pas pourquoi. Mais là, j'ai en tête, alors peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas quelque chose aussi où ça existerait la neurosyphilis. Alors si, la neurosyphilis, C'est ouais. assez connu, je crois, justement. Alors il y a des grandes connais stars, entre guillemets, poètes à leurs heures, comme Monsieur Baudelaire qui en est mort, de la syphilis. Donc oui, la neurosyph, c'est on va dire la phase la plus terrible de la maladie, qui peut apparaître à n'importe quel stade de la maladie, mais ça caractérisait normalement la phase terminale, ou en tout cas la phase tertiaire de la pathologie de type syphilis. Alors la première clinique, c'est finalement quelques semaines, classiquement 3 semaines après la contamination, vous allez voir apparaître ce qu'on appelle un chancre syphilitique. Ça vous dit quelque chose? Ou pas du tout? Chancre, ouais, c'est Un chancre. c'est une apparition. C'est un bouton au final. C'est pas un bouton, c'est une sorte de petite Protubérance. macule, ouais, on va dire, qui fait un petit centimètre, hein, qui peut être localisé au point d'entrée de votre bactérie. Il peut être soit sur votre verge, et donc là, ça sera assez facile à voir, sur vos testicules, dans la bouche, sous la langue, sur les joues, à l'intérieur, en tout cas sur des muqueuses. Et donc, c'est quelque chose qui est induré. Donc, ça veut dire que vous pouvez le toucher, ça gardera la forme en un. Ça fait pas mal. Donc ça passe souvent inaperçu parce que ça ne fait pas mal et ça disparaît tout seul dans les semaines qui suivent. Donc ça veut dire que si jamais on voit apparaître quelque chose de bizarroïde sur une ulcération, on va dire génitale, Méfiez-vous. il faut être méfiant. Et j'ai envie de te dire que classiquement, ce que l'on dit, c'est que devant toute ulcération génitale, buccale ou anale, on doit obligatoirement supposer la syphilis. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que, voilà. Mais le problème, c'est que ce premier stade dure quelques semaines, ça fait pas mal. Et s'il est localisé à un endroit où on ne va pas vérifier, ça passerait inaperçu. Bien sûr. Et il est contaminant, puisque si on fait une petite analyse de ce chancre syphilitique, vous allez vous retrouver avec plein de bactéries dessus. Oui, ça reste. Du coup, c'est une précaution en fait qui est censée un peu tomber sous l'égide du bon sens en fait. Bah, ça signifie juste que si jamais tu ne le vois pas, mais que tu as un rapport sexuel, Oui. la simple caresse sexuelle du toucher de ce chancre syphilitique est un risque de contamination. D'accord, oui. Alors là, du coup, on a eu la troisième phase, la première. On se demande maintenant quelle est la deuxième phase aussi, du coup. Qui va suivre, parce que si on ne traite pas au chancre, ça va continuer. Et vous avez ensuite à arriver au stade, on va dire, secondaire, qui passera par des floraisons. Donc on revient sur vos éruptions cutanées. Donc là, il y en a vraiment. Classiquement, ce que j'aime bien demander, on va le faire. Regardez vos mains. Ouais. Vos paumes de main. Alors, c'est des Bon, là, personnes on qui est nous tous en écoutent, train vous pouvez de le faire en même regarder. temps aussi, On regarde nos pommes de main. Voilà, donc si vous voyez des petites, on va dire, taches rougeâtres, localisées souvent sur les mains, mais aussi au niveau de la voûte plantaire, donc au niveau des pieds. Voilà, on va pas regarder. Mais voilà, c'est un symptôme classique de la syphilis au stade secondaire. Et ensuite, ça se fait par 2 floraisons qui vont se faire souvent après au niveau du torse. C'est plein de boutons qui vont apparaître, des petites macules rouges. D'accord. Donc, C'est aussi contagieux. Donc tous ces stades sont contagieux et ça dure moins d'1 an. Donc c'est souvent au stade secondaire, celui-là de la floraison, sur votre corps où va se faire le diagnostic. Souvent le premier on passe inaperçu. Par contre tout ça c'est contagieux. ça reste contagieux même si ça passe inaperçu. Enfin, Là ça passe passera pas inaperçu pour, Oui, bien on va sûr. dire la floraison, souvent ça passe pas inaperçu. par rapport à la première période. Mais la première période, ouais. en fonction de la localisation, ça peut passer inaperçu. Donc la contamination peut se faire même pendant uniquement des caresses Ouais. sexuelles. Donc toujours être vigilant, essayer d'être vigilant. En tout cas, s'observer c'est important, Ouais, c'est ça. voir des choses qui apparaissent sur votre remarquer les corps. changements. Ouais. C'est important de sûr. s'observer. Et encore une fois, devant toute ulcération génitale, buccale ou anale, vous allez consulter parce qu'on doit suspecter potentiellement une syphilis. Oui, bien sûr. Par rapport au traitement. Donc je suppose que ça va être encore une antibiothérapie, vu qu'on est sur une infection bactérienne. Ouais. Moi je pense à la pénicilline, Ouais, pénicilline G retard. parce qu'on est toujours dans ce genre de traitement. C'est toujours ça. Ça marche très bien.
Mais pareil, ce qu'il va falloir retenir, le diagnostic de ces 3 IST bactériennes, c'est facile. D'accord, il n'y a pas de problème, c'est facile à faire. Ça peut être aussi des tests uniquement sérologiques, on va rechercher des anticorps. Donc tout ça vous montre quoi? Ça vous montre que je peux me faire dépister facilement, maintenant gratuitement. Donc c'est top, hein, jusqu'à 26 ans inclus pour ces IST bactériennes. Vous avez des traitements qui souvent c'est juste une prise, une monodose, et ça vous permet l'élimination d'autres agents pathogènes. Et la dernière chose par contre qui est pas top, il n'y a pas de vaccin, et c'est surtout que vous n'avez pas d'immunité acquise. Ça signifie que vous êtes traité après une contamination. Si vous repartez à la conquête du sexe, vous pouvez vous refaire contaminer directement. Donc voilà, c'est pas parce qu'on l'a eu une fois qu'on ne peut pas l'avoir 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Ouais. Donc le mot d'ordre est vigilance et précaution. Exactement, donc dépistage. Ouais. Donc vous avez écouté le podcast Apothicaire sur les chlamydia, les gonocoques et la syphilis. C'était notre 4e podcast. Je vous invite à écouter les podcasts précédents et aussi les podcasts suivants, puisqu'on traitera notamment du papillomavirus. Probablement qu'on fera une autre édition, cette fois-ci pas exclusivement sur les IST, mais sur d'autres sujets. Donc restez connectés, merci de nous avoir écoutés. Merci. Bisous. Au revoir.